Monsieur l'abbé Bilcock tenait à exprimer son très grand regret de ne pas avoir pu se rendre une nouvelle fois au Japon. Et donc il m'a chargé de lire sa conférence, ce que je vais tâcher de faire avec le plus de fidélité possible. Mais comme on dit en français, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et donc je suis extrêmement honoré et très heureux de découvrir ce beau pays qu'est le Japon. Donc le thème de cette conférence est la contre-révolution vue d'un point de vue philosophique. Il y aura 3 parties dans cette conférence. Tout d'abord, quelques considérations philosophiques sur la révolution en elle-même. Puis nous verrons ce que doit être une contre-révolution. Et donc enfin, dans une 3e partie, les moyens de cette contre-révolution. Donc tout d'abord, voyons ce qu'est une révolution. Il faut d'abord se pencher sur le sens étymologique du mot révolution. L'origine latine de ce mot est le verbe revolvere, qui veut dire rouler, imprimer un mouvement circulaire. Le mot révolution signifie donc premièrement le retour périodique d'un astre à un point de son orbite, et ce mot a ensuite été utilisé pour désigner le changement brutal d'une situation. C'est ce 2e sens qui caractérise essentiellement les révolutions d'ordre politique et social. Très concrètement, la réalité par excellence exprimée par le mot révolution désigne la révolution dite française de 1789. Dans notre entretien, ce sera donc d'abord de cette révolution dont nous voudrons parler, car elle est le modèle de toutes les autres révolutions et surtout elle contient en germe les principes de retournement de toutes les sociétés. Mais nous appliquerons aussi ce sens à une autre révolution qui certes est politique, mais qui est plus profondément ecclésiastique. En effet, il existe 2 types de sociétés parfaites, l'État et l'Église. Elles sont d'un ordre différent. La première concerne les réalités purement humaines et surnaturelles. La seconde est fondée sur des réalités spirituelles au sens de surnaturel et oriente la vie de l'homme vers sa fin dernière qui est surnaturelle. Car si la société naturelle a connu sa révolution d'abord en 1789, on peut dire en toute vérité que l'Église a aussi eu sa propre révolution avec le Concile Vatican II. Ce sont les acteurs eux-mêmes du Concile qui l'ont affirmé. Le cardinal Ratzinger l'atteste assez clairement. De tous les textes du 2e Concile du Vatican, la constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes, a été le plus riche en conséquences. On peut dire que ce texte est une révision du syllabus de Pie IX, une sorte de contre-syllabus. Le cardinal Ratzinger poursuit en disant que le texte de Gaudium et Spes représente une tentative pour une réconciliation officielle de l'Église avec le monde tel qu'il était devenu depuis 1789. Cette révolution ecclésiastique, tout comme la Révolution française, est un retournement. Elle marque une rupture, un changement brutal avec ce qui précédait. Il nous reste maintenant à définir en quoi consistent ces changements. Pour comprendre donc la nature destructrice de la Révolution, il faut comprendre l'ordre que représente une société. Philosophiquement, la société est un tout, un ensemble ordonné de parties, qui se distingue des réalités statiques et substantielles. On dit que la société est un tout d'ordre, un tout d'action. On signifie par là que la société est un ensemble de relations faites d'actions ordonnées au bien de la société, appelé aussi bien commun. Le principe qui permet l'unité de ce tout, c'est d'une part l'autorité en tant qu'elle entretient les relations entre chaque partie, et d'autre part l'action de chaque partie sous l'égide de l'autorité en vue du bien commun. Le but de la révolution est de renverser cet ordre, et pour ce faire, elle s'en prend au principe même de l'ordre et de l'unité. Mais ce qu'il faut saisir, c'est qu'une révolution n'est pas une génération spontanée, ni une action instantanée qui verrait le jour soudainement. Elle est d'abord une pensée qui se fait jour, se répand dans des cercles intimes, puis de là gagne la population et enfin peut passer à l'acte. La Révolution française et la Révolution de Vatican II ont suivi ce processus. Les salons de discussion, les philosophes et les encyclopédistes
Les pamphlets et la littérature critique ont été la préparation de la Révolution. De même, le mouvement liturgique, les essais de réforme, les discussions œcuméniques du début du XXe siècle, les réunions théologiques des cardinaux allemands et autrichiens ont été les chambres de réflexion qui ont véhiculé le poison mortifère de la révolution ecclésiastique. Le principe qui régit l'action révolutionnaire est donc la destruction de l'ordre. On peut résumer cette action à 2 points. Le premier est la suppression de l'autorité, puisque c'est elle qui unifie, ordonne et coordonne toutes les parties en un tout en vue du bien commun. C'est la raison pour laquelle le triomphe de la Révolution se fait dans la décapitation du roi Louis XVI. Ce régicide est suivi plus tard par la promotion d'une espèce de démocratie où personne n'aurait l'autorité. De même, au Concile Vatican II, il y a eu l'essai de prôner une collégialité où le pape n'aurait plus l'autorité suprême. Le deuxième point consiste dans le renversement des valeurs qui fondent la société. Là où, dans un ordre sain, l'individu est naturellement partie d'une famille, puis d'une corporation et par là d'un pays, avec comme principe la vertu à pratiquer avant le bien matériel à produire, la Révolution retourne ces valeurs, prône le bien de l'individu avant toute chose et engendre un état de fait où les réalités matérielles et l'économie ont plus d'importance que la vertu et l'agir droit et juste. La même chose est observable dans l'Église avec cette nouvelle définition d'un peuple de Dieu, où l'indistinction entre clerc et laïc est gommée, et un pouvoir toujours plus grand est donné aux laïcs au détriment des princes de l'Église. On en voit aujourd'hui l'application avec la promotion de la synodalité. Et donc, ces principes faux et destructeurs vont naturellement engendrer le désordre, un chaos. Dès que l'autorité est renversée, l'unité est brisée, les partis sont éclatés et ne trouvent plus leur raison d'être. La dislocation des partis engendre naturellement un état d'égoïsme où la partie se prend pour un tout autonome. L'homme livré à lui-même se retrouve seul maître de lui-même. On comprend comment l'anarchie gagne un peuple où une telle mentalité règne. L'homme devient un loup pour l'homme selon la célèbre formule de Hobbes, et les semblables sont obligés de réaliser un pacte pour s'entendre, se protéger et se défendre. La société devient alors une cautère sur une jambe de bois, un tout artificiel où l'homme n'est pas partie d'un tout, mais reste un tout autonome qui fait alliance avec d'autres. Le bien commun est remplacé par le bien individuel que chacun recherche très librement, mais sans offenser la liberté de l'autre. Un tel état n'est plus un ordre. C'est une simple juxtaposition fragile et instable d'individus incapables de chercher autre chose que leur confort personnel et matériel. Les valeurs qui fondent une société naturelle, telles que la vertu, la paix, l'honneur, la générosité, le don de soi, et finalement la joie commune d'un agir collectif et unifié, cèdent la place à un hédonisme toujours insatisfait, un matérialisme qui ne comble jamais assez, un égoïsme de chacun pour soi, et au final une tristesse et un désespoir de ne jamais trouver le bonheur que seule la société naturelle pouvait apporter. L'Église, d'après Vatican II, n'est pas en reste. En s'ouvrant au monde et aux principes de 1789, selon l'expression du cardinal Ratzinger, elle a fait sa propre révolution. En conséquence, l'autorité ecclésiastique a perdu son poids, les églises se sont vidées, Dieu a été abandonné et les religions ont été mises sur un pied d'égalité. Il est naturel que la vue d'une telle situation mène les âmes de bonne foi à aller à l'encontre de ces dérives mortifères. C'est ce qu'on appelle de manière générale la contre-révolution. Tout d'abord, le mot « contre-révolution » est récent. Il date de la Révolution dite française et veut définir le courant qui s'oppose à cette première révolution, puis à toute révolution par la suite, révolution industrielle, bolchevique, etc. Pour la suite de cette conférence, nous allons tâcher de ne réduire ce mot de contre-révolution à aucune idée préconçue, sinon celle de lutter efficacement contre la Révolution française d'une part, et religieuse d'autre part, c'est-à-dire celle de Vatican II. Ce qui suit se veut donc une réflexion personnelle qui n'engage que l'auteur de ces lignes. L'idée même de contre-révolution consiste à combattre la révolution pour retrouver un ordre politique et social. Un tel but, si noble soit-il, nécessite par conséquence de connaître les principes de la vie en société. La contre-révolution passe donc d'abord par une connaissance spéculative de la philosophie politique.
Le premier principe consiste à comprendre que la société est naturelle et non pas artificielle. La société n'est pas une simple juxtaposition. L'homme s'y insère naturellement et nécessairement, comme les membres d'un corps sont au service du tout sans autonomie. Le deuxième principe repose sur la relation de partie et de tout. Il faut affirmer que la partie la plus infime de la société, ce n'est pas l'homme individuel. On justifierait par là les principes révolutionnaires des droits de l'homme. La partie la plus infime de la société, ce sont les petites sociétés telles que la famille, le village ou la profession appelée autrefois corporation. Le troisième principe découle de ce qui précède. L'homme trouve son bonheur ou sa perfection dans et par la société. Le bien commun est la réalisation du bien personnel de l'homme. Il n'y a pas d'exclusion entre les deux. L'homme ne peut trouver une perfection en dehors de la vie politique, ni même en soumettant le politique à l'ordre individuel. Le personnalisme, très en vogue depuis le XXe siècle, ainsi que l'individualisme, ne peuvent qu'engendrer une forme d'anarchie. Le dernier principe est celui de l'autorité. Il ne s'agit pas de défendre l'autoritarisme au sens où le chef serait un absolu qui ne peut jamais être discuté ni remis en cause. L'autorité est le principe qui fait le lien entre toutes les parties et les unifie. L'autorité n'est pas un principe suprême. Elle est elle-même ordonnée au bien commun et à la fin de la société et partant à la perfection de ses membres. C'est l'autorité qui coordonne, unifie, donne l'impulsion, organise et défend. Elle est elle-même une partie de la société, comme la tête est une partie du corps, mais elle est la partie principale. L'autorité bien comprise est une forme de paternité. Il s'ensuit que ce qui définit aussi la partie, c'est sa soumission et le don de soi pour le tout. Malheureusement, cet amour et cet esprit de sacrifice ont été blessés par le péché originel et les tendances des sociétés athées, ces dernières ayant par définition rejeté le principe de finalité qu'est Dieu. Dans l'ordre surnaturel, les principes sont les mêmes. Plus que dans toute autre société naturelle, l'esprit de sacrifice est au cœur de l'Église, comme il est au cœur de la vie de notre Seigneur. Ces principes, une fois connus, il reste à les appliquer. Remettre de l'ordre, c'est refonder les sociétés qui cimentent la base de la vie politique, famille, village, métier, etc., les ordonner entre elles en vue d'un bien supérieur. C'est donc par là retrouver l'esprit des authentiques corporations. Remettre de l'ordre passe aussi par une redéfinition du bonheur. La richesse ne fait pas tout et le dicton le dit, l'argent ne fait pas le bonheur. La raison est simple, l'argent est d'ordre matériel, tandis que la noblesse de l'homme est spirituelle. L'argent et les biens matériels peuvent donc bien donner des conditions d'épanouissement, mais pas plus. Le bonheur étant spirituel, il réside dans la connaissance de la vérité et la pratique de la paix. Redonner à l'autorité une véritable paternité suppose aussi de refonder la vie en société sur la vertu de justice et l'amour du vrai bien. Sans justice, aucune autorité ne peut tenir sauf à se transformer en tyrannie. Mais avec la vertu de justice, l'autorité est considérée à sa juste valeur par les inférieurs et est aimée. Mais si les idées semblent faciles à appliquer, leur application demande une réflexion plus poussée. C'est ce qui nous permet de passer à la troisième partie sur les moyens de la contre-révolution. La restauration d'un certain ordre n'est pas l'instauration du paradis sur terre. Restaurer un ordre politique, c'est retrouver une société qui redonne à l'homme sa vraie grandeur ainsi qu'une partie de son bonheur. Cela suppose aussi de viser la fin dernière de l'homme. La fin dernière, c'est le bonheur ultime appelé aussi béatitude. Or, si l'on considère d'une part que l'homme aspire à une vie sans fin, une vie éternelle, et d'autre part que l'homme ne peut trouver son bonheur ici-bas, on comprend que seule la religion, et la religion catholique, peut apporter le bonheur à l'homme. C'est pourquoi une restauration politique qui se passerait d'une saine coopération avec l'Église catholique est vouée à l'échec. On peut certes imaginer une contre-révolution naturelle, purement humaine et athée. Il est cependant certain qu'elle ne pourrait jamais aboutir, parce qu'elle se transformerait en une forme de révolution bolchevique où le bonheur de l'homme serait recherché sur terre. Par ailleurs, il serait faux de croire que le modèle de la contre-révolution serait à rechercher dans le passé.
Qu'une bonne société ait existé ne fait aucun doute, mais qu'elle puisse exister telle qu'elle, à l'identique, est une erreur. Il y a une erreur qui consiste à rêver d'une société qui n'existe plus pour mieux fuir la société présente dans laquelle nous vivons. Ce contraste entre un passé qui semble idéal et un présent qui est catastrophique engendre souvent une forme de désespoir et donc l'absence de réaction et de combat. Qu'elle soit catholique ou simplement politique, une telle conception de la vie ne peut en aucun cas être contre-révolutionnaire. L'attachement aux valeurs du passé n'est pas l'attachement au passé, les valeurs sont universelles, le passé est particulier. La littérature romantique du XIXe siècle a, de ce point de vue, créé une nostalgie contraire à la saine réaction d'un contre-révolutionnaire. Dans les sociétés passées, il faut donc savoir reconnaître leur bonté et tout ce qui y a concouru. C'est ainsi que l'on peut puiser les valeurs universelles qui s'y trouvent. En aucun cas, il ne s'agit de refonder ces sociétés comme si elles étaient le modèle unique des sociétés futures. Un homme ne peut jamais retrouver ni vivre de la façon dont il a vécu plusieurs années auparavant. De même, l'imitation des parents n'est pas la reproduction de leurs faits et gestes dans un contexte passéiste. Elle est plutôt l'adaptation au présent des vertus honorables qu'ils ont vécues à leur époque. Une saine contre-révolution est donc une adaptation à l'époque présente. Ceci nous amène à une réflexion sur les causes plus profondes de la Révolution. Si la Révolution a été possible, c'est qu'elle a été rendue possible. Et ce, par la société elle-même qui portait en elle les germes de sa destruction. La mort de l'homme s'explique par sa matière qui porte en elle-même les germes de sa décomposition qui mène à sa destruction. La société n'échappe pas à cette loi, composée qu'elle est d'hommes qui vont et viennent, de progrès techniques qui changent les paradigmes, de sociétés économiques qui fluctuent selon les temps et les lieux. La Révolution dite française, tout comme la Révolution initiée par le Concile Vatican II, ne sont donc pas le fruit unique d'éléments exogènes. Il faut aussi rechercher ces éléments endogènes, intérieurs à la France ou à l'Église, pour comprendre non seulement pourquoi et comment ces révolutions ont été possibles, mais surtout pour chercher les causes d'une décadence qui pourrait sembler inéluctable. Il existe une première explication qui n'a rien de philosophique parce qu'elle est pleinement théologique et nécessite d'avoir la foi. Il s'agit du péché originel qui a blessé l'homme en laissant dans son âme une propension au mal et à l'anarchie. L'anarchie politique et religieuse à laquelle nous assistons aujourd'hui est comme un écho de l'anarchie personnelle que chaque individu peut éprouver dans sa vie. Ce premier germe de corruption, à savoir l'homme individuel blessé, ne peut être restauré et guéri que par la grâce que donne la religion et l'Église catholique. Par conséquent, une société qui connaît cette propension au mal de l'homme et veut le combattre et lui apporter un véritable bonheur ne peut faire l'économie d'une véritable coopération avec l'Église catholique. De plus, combattre les ruptures ou la décadence d'une société, c'est analyser les raisons internes qui ont provoqué ou permis une telle possibilité. La Révolution française est le fruit des Lumières, des salons littéraires, d'une certaine décadence des mœurs. Il faut donc s'interroger sur les responsabilités du pouvoir en place, de l'omnipotence d'un Louis XIV, de l'étatisme préparant le jacobinisme, des influences de l'honnête homme tant vanté et qui n'était plus qu'une façade de vertu, de la place prépondérante et néfaste du gallicanisme, d'un cléricalisme peut-être déjà un peu trop présent, du renoncement à la véritable noblesse, des alliances externes, des luttes contre les États catholiques au profit des religions fausses et condamnées, de l'incapacité à juguler les nouvelles philosophies. En un mot, il est en réalité possible d'affirmer que la Révolution française est le produit d'une France qui avait déjà amorcé une décadence en raison de tensions insurmontables. Les mêmes réflexions doivent s'appliquer à l'Église dans toute la période qui a précédé le Concile Vatican II. Certes, de nombreux États ont combattu l'Église, l'isolant le plus possible, mais cette même Église s'est retrouvée face au progrès technique, à de nouvelles questions théologiques, morales et liturgiques qui ne lui permettaient plus de vivre seulement des acquis passés. Pour résumer, la décadence de la société provient en grande partie des tensions qui existent entre idées anciennes et actuelles. Ces tensions mal ou non résolues précèdent la Révolution, la rendent possible et en sont d'une certaine manière le ferment. Et ceci nous permet de voir de manière plus claire ce qu'est la saine application des principes.
Comme nous l'avons dit plus haut, la connaissance philosophique des principes politiques est nécessaire, mais Aristote insiste à juste titre, la politique est une science pratique. Une science pratique est une science qui a pour but l'action, l'activité et non pas seulement la connaissance. C'est là que surgit certainement la plus grande difficulté de l'action politique et par conséquent des activités contre-révolutionnaires. Car un principe est universel, mais une action est particulière et sincère dans une détermination qui la rend individuelle. La plus grande difficulté consiste donc à tenir le principe dans ce qu'il a d'universel et donc de vrai, mais à l'appliquer avec la souplesse qui le rend conforme à la réalité concrète telle qu'elle se présente. Une restauration ou contre-révolution suppose par conséquent de renoncer à tout idéalisme. Il est facile de penser ou d'imaginer la société idéale, il est impossible de la réaliser à cause même de la réalité contingente et matérielle. Le renoncement à l'idéalisme n'est pas l'abandon des principes, loin s'en faut, il est l'adaptation souple et réaliste, mais sans trahison des principes. Finalement, la vertu nécessaire à une saine et efficace contre-révolution est la même vertu qui définit l'agir politique. Telle est la vertu de prudence. Cette vertu est à la fois intellectuelle et pratique. Elle est ordonnée à l'action, au commandement qui en est l'acte par excellence, d'où la nécessité de former de vrais chefs capables d'entendre des conseils, de juger ce qu'il faut faire concrètement et d'être rassembleurs afin de pouvoir commander. La vertu de prudence est le commandement équilibré qui procède d'un jugement pratique sur ce qu'il faut faire. La vertu de prudence ne vient pas en un clin d'œil. Elle est comme le résultat d'une accumulation de qualités dont l'acquisition prend du temps et nécessite de bien s'entourer. Elle est une expérience de vie où connaissances spéculatives et pratiques ont à ce point fusionné que le prudent voit le principe dans la réalité individuelle. Il faut également, à propos de la vertu de prudence, remarquer que la fougue de la jeunesse est excellente pour l'action, mais elle nécessite d'être jugulée par la sagesse des anciens. Dans une société où même les différents âges, enfants, adolescents, jeunes adultes et anciens, ont été cloisonnés, il semble finalement qu'une action contre-révolutionnaire sera toujours vouée à l'échec. Il faut d'abord retrouver l'unité de la société où les jeunes côtoient les plus âgés et apprennent d'eux. Seule cette unité, une fois restaurée, pourra laisser l'espoir d'un renouveau de la société et d'un combat contre-révolutionnaire véritable et fructueux. En conclusion, la révolution est d'abord le fruit d'une pensée et de principes destructeurs de la société. L'unité des parties de la société en un tout ordonné vole en éclats, l'ordre lui-même disparaît, le principe d'ordre qui est l'autorité est contesté quand il n'est pas supprimé, et le bien commun, fin de la société, n'est plus recherché. Selon le célèbre mot de Joseph de Maistre, la contre-révolution n'est pas une révolution contraire, mais le contraire de la révolution. Autrement dit, et pour conclure, ce n'est pas une révolution au sens d'un nouveau désordre, mais c'est un retour à l'ordre. Je vous remercie.